Jean-Claude Bailly, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Vous êtes secrétaire général de FO et avec vous, nous allons bien sûr parler du projet El Khomri. Alors ce matin, Manuel Valls a reçu les organisations syndicales étudiantes, notamment celle de l'UNEF. C'est un geste de bonne volonté ? Écoutez, c'est assez logique que quand des organisations sont dans un mouvement, ce qui est le cas de l'UNEF, et que les jeunes se sentent concernés par ce projet, que le Premier ministre les reçoive. Alors William Martinet, qui est le président de l'UNEF, a dit à sa sortie que le désaccord restait entier, qu'il avait pu parler de tout avec le Premier ministre et les ministres qui l'accompagnaient. Il y avait Myriam El Khomri, il y avait Emmanuel Macron, sauf du projet. L'UNEF lance un appel à manifester pour le 17 mars. Est-ce que vous allez rejoindre cet appel ? Est-ce que FO va également appeler à manifester écoutez, ce jour-là ? la semaine prochaine, il y aura des assemblées générales dans les facultés. Ça, c'est de la responsabilité des syndicats étudiants. Mais là où il y aura des rassemblements, FO sera présent, bien entendu. Donc vous allez joindre les appels conjoints. Ah oui, il y aura, là où il y aura des rassemblements et manifestations, dans les jours à venir, Force ouvrière sera présente, puisqu'on mène un combat qui est parallèle d'une certaine manière ou convergent. Nous, on a fait des reportages dans les facs et on s'est aperçu que bien souvent dans les AG, il y avait des profs qui prenaient la parole pour donner des arguments aux étudiants contre la loi El Khomri. C'est normal, ça ? Écoutez, oui, c'est pas la première fois. J'ai été étudiant aussi il y a très longtemps. Moi aussi, mais j'avais pas de prof. Si, j'avais déjà. On n'était pas dans les mêmes facs. Non, moi j'étais à Lille, mais j'ai connu ce genre de choses. Mais en même temps, quand vous avez un mouvement qui est lancé par des syndicats d'étudiants, des syndicats aussi d'enseignants, c'est normal qu'ils en discutent. D'accord. Bruno Le Roux a dit ce matin qu'il n'était pas question de retirer le texte. C'est le patron des députés socialistes. Vous demandiez plutôt la suspension. On en est où ? Vous êtes toujours sur la suspension ou... Oui, suspension-retrait, parce que j'ai proposé... C'est quoi la suspension-retrait ? Je vais expliquer. Quand j'ai rencontré le Premier ministre, on a un désaccord de fond. Il n'y a pas que quelques points pour nous, il y a un désaccord de fond sur le texte. Ce désaccord, c'est que ce texte, à l'instar de ce qui se fait en Espagne, au Portugal, en Finlande aujourd'hui, veut décentraliser la négociation collective au niveau des entreprises. C'est-à-dire privilégier l'accord d'entreprise par sur l'accord de branche. Voilà. Mais alors, en fait, vous défendez votre précaré, puisqu'on sait très bien que dans les accords de branche, les syndicats pèsent bien davantage que dans les accords d'entreprise. Ah, oui. Même si la loi donne le monopole de la convocation d'un référendum aux syndicats. Oui, attendez, c'est sur les accords de branche. Pourquoi on tient aux accords de branche ? Parce que c'est là où la pression est moins forte sur les syndicats au niveau, sur les salariés au niveau d'une branche. Elle est plus forte dans l'entreprise. Et quand on regarde, et j'ai expliqué ça au Premier ministre, quand on regarde les pays qui ont procédé à une décentralisation de la négociation, l'Espagne, le Portugal notamment, qu'est-ce qu'on constate 3-4 ans après ? Un effondrement du nombre d'accords, y compris d'entreprises. Et le fait que vous prenez l'Espagne, par exemple, avant la réforme, il y avait 12 millions de salariés en Espagne couverts par une convention collective. Quelques années après, avec cette réforme, il n'y en a plus que 7 millions. Donc c'est une dégradation. Le chômage a un peu reculé. On peut discuter très longtemps sur la situation du chômage en Espagne. Il vaut mieux être chômeur ou... Non, attendez. On peut discuter très longtemps sur la situation du chômage en Espagne. Ce sont bien souvent des petits boulots, des boulots saisonniers. Ils sont encore à un niveau trop élevé. Et on verra bien la situation économique, y compris de l'Espagne, dans les jours à venir. Alors, ce que j'ai dit au Premier ministre à partir de là, comme on a un problème de logique sur qu'on conteste, je dis, écoutez, le mieux, c'est que vous suspendiez cette loi. Suspendre, ça veut dire quoi ? C'est pas reporter de 15 jours. C'est-à-dire, on met tout sur la table, on ne met pas de calendrier et on rediscute de tout, y compris du bien fondé. On peut faire ça à 14 mois d'une présidentielle ? On peut faire... Oui, pas longtemps. Pas longtemps, Et on peut faire une loi aussi à 14 mois ou 13 mois d'une présidentielle, une loi qui déstructure complètement le code du travail. Donc ça veut dire qu'il faut abandonner ce champ-là. Vous conseillez au gouvernement de ne pas légiférer en fin de quinquennat sur ce champ-là. Il fait ce qu'il veut, ça c'est sa responsabilité. Mais en tous les cas, est-ce qu'il veut une loi qui est une loi de progrès, d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il veut une loi de déstructuration ? Là, on est sur une loi de déstructuration. C'est encore possible de légiférer sur le marché du travail aussi près de l'échéance présidentielle. On peut toujours, ça dépend du contenu. Ça dépend du contenu d'une loi. Bon, là, vous voyez bien que les tensions qu'il y a en ce moment. Alors Bruno Le Roux, j'aimerais bien d'ailleurs que Bruno Le Roux accepte de recevoir les syndicats devant le groupe. C'est une demande. Ah oui, mais je l'ai fait formuler, mais j'ai du mal à avoir une réponse, si vous voulez. Qui reçoivent non pas 3-4 députés... Comme ça se fait d'ailleurs traditionnellement. Oui, mais là, il se fait tirer l'oreille pour que... Vous croyez que c'est lui qui ne veut pas ou l'ordre vient d'en haut ? Ah bon, ça, j'en sais rien, on ne me l'a pas dit. Mais en tous les cas, que le groupe socialiste, le groupe des députés socialistes, c'est ce qu'ils veulent, puissent entendre les arguments des uns et des autres. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Je remarque que dans les exemples étrangers que vous citez, vous ne parlez pas de l'Italie, où Matteo Renzi, qui est de centre-gauche, a institué un CDI à 3
progressif et les résultats sont assez spectaculaires. D'ailleurs, des économistes de gauche les ont salués. Je pense à Eli Cohen notamment. Vous trouvez qu'Eli Cohen est économiste de gauche? Mais moi, je ne les trouve pas de gauche. Excusez-moi, en tous les cas, je les trouve. Gauche ou droite, c'est pas... comme ça qu'il se définit, en tout cas. Ils étaient conseillers l'un et l'autre de François Hollande dans sa campagne électorale. OK, mais ça moi, je les trouve... Quand même. Oui, mais ils sont libéraux. Parce que vous prenez l'autre Cohen, Daniel Cohen, il dit le contraire. Oui, je sais. Ouais. Venons-en à l'essentiel, s'il vous plaît, qui est justement que grâce à ce CDI progressif, Matteo Renzi a fait reculer non seulement le chômage, mais à l'intérieur des gens qui travaillent, les contrats précaires. C'est pas un résultat que tout le monde devrait envier. C'est plus compliqué que ça quand j'en discute avec mes amis italiens qui étaient opposés à cette réforme. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'il faut savoir qu'en Italie, par exemple, il y a eu du blanchiment d'une certaine manière. Il y a une économie grise beaucoup plus importante en Italie qu'elle ne l'est. Qui a un peu reculé depuis les opérations main propre. Oui, mais ça a joué sur les contrats, de travail. Forcément. En plus, ils avaient le fameux article 18. Donc, c'est encore trop tôt pour porter un jugement. Article 18 que Berlusconi a échoué à faire sauter et que Renzi a réussi à supprimer. Ouais. Donc c'est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la réalité de la situation italienne, y compris en matière de contrat de travail. Vous parlez du problème du transfert de la négociation de la branche à l'entreprise en disant les salariés pèseront beaucoup moins. On a vu des exemples d'accords, de référendums faits avant la loi, puisqu'elle n'est pas passée. Je pense à Smart notamment, où les salariés acceptaient majoritairement de travailler plus pendant un temps donné sans être payés davantage, et les syndicats s'y sont opposés. Est-ce que c'est normal? Oui. Ah bon, écoutez, d'abord, c'est pas le salarié qui sait le mieux. Non, mais attendez, mais moi je veux bien, mais est-ce qu'on transforme la démocratie? Ça veut dire qu'il faut protéger le salarié de lui-même? Non, mais attendez, d'abord je vous rappelle que dans cette entreprise, il y a eu conflit entre l'encadrement et le non-encadrement. Enfin, il y a eu des votes différents. C'est pas des conflits. Oui, pas conflit. Conflit au sens de la position, pas conflit physique. Conflit au sens de la position était différente selon les catégories. Et faire régulièrement des référendums, ça va coûter cher. Majoritaire chez les cadres et minoritaire chez les... Ils n'étaient pas sur la même position. Bon, ils n'étaient pas sur la même position. Moi, je ne pense pas que le référendum soit un bon outil démocratique. Et je dis ça tant sur le plan syndical ou salarial que sur le plan politique. Bien sûr, référendum, c'est une logique binaire. Oui, non. Et les gens ne répondent pas toujours à la question posée. Alors, parce que si le gouvernement était aussi attaché que ça au référendum, je vais prendre une hypothèse. Tenez, la loi El Khomri, le jour où elle passe au Parlement, s'ils n'ont pas de majorité, il faut un référendum. Vous seriez absolument opposé à l'idée que le projet El Khomri soit soumis à un référendum. C'est une question de principe. Moi, je considère que le référendum n'est pas un bon outil démocratique. Donc, imaginez demain... Excusez-moi, comment fait-on quand les organisations, mais je pense aussi bien aux syndicats qui ont très peu d'adhérents par rapport au nombre de salariés qu'aux partis... Plus que les partis politiques. Qu'aux partis politiques. Non, beaucoup plus que les partis politiques. Beaucoup plus, mais enfin, tout mouillé, ça fait quoi? De 3% dans le privé et 8% dans la fonction publique, c'est quand même pas énorme. 8%, non, pas 3% dans le privé, c'est 8% en moyenne sur l'ensemble. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Enfin, bref, tout ça pour dire comment fait-on quand la représentation syndicale est aussi faible pour considérer qu'elle doit avoir le monopole de la discussion? Attendez, mais moi je veux bien, mais on va passer une demi-heure. Non, mais c'est pas possible. Mais vous savez, ce que vous savez, tenez, avec un taux de syndicalisation faible, comment les syndicats français arrivent à mobiliser aussi plus fortement que dans d'autres pays? Comment la France est toujours... C'est surtout eux qui mobilisent, parce que les syndicats courent après... Parce que là, on a l'impression qu'ils courent un peu après les jeunes. Je vous conseille, je vais faire la pub pour un autre journal, pardonnez-moi. Je vous en prie. Le Huffington Post. Regardez, ils ont fait une vidéo très amusante où ils ont pris les discours de 2006, les discours de 2016. On retrouve les mêmes choses. Donc, mais la France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle des salariés. Nonobstant le taux de syndicalisation, plus il est élevé, mieux c'est. Et s'ils sont FO, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que nous avons un système de négociation de branche qui couvre largement les salariés. Il y a des pays où le taux de syndicalisation est plus fort, l'Allemagne, c'est pas, il doit être à 30% si ma mémoire est bonne, ou 25%, mais il n'y a que 60% des salariés couverts par une convention collective. On ne peut pas regarder un élément isolé qui est le taux en tant que tel de syndicalisation et la manière dont on négocie dans notre pays. Regardons aussi les taux de chômage. Enfin, comme vous le disiez, on ne va pas s'embarquer dans un débat général. Vous êtes réputé pour avoir un très fin sens politique. Est-ce que la fracture qu'on voit s'opérer entre François Hollande et son électorat de 2012 est réparable? Moi, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est que, vous savez, c'est souvent le cas, malheureusement, des candidats à une élection prennent des engagements qui sont de leur responsabilité, puis quand ils sont au pouvoir, ils font le contraire. Qui n'appliquent pas tout, ça peut se comprendre, mais ils font le contraire. Donc là, on est dans une logique économique
depuis 2012, accentuée depuis avec le pacte de responsabilité, qui est une logique très libérale sur le plan économique, qui correspond à ce que d'autres pays font. Et on voit, y compris les résultats. En obtenant des résultats, oui. Non, pas obligatoirement. On va pas repartir. Non, mais écoutez, moi, parmi les résultats, il y a aussi une mise en cause de la démocratie. Regardez ce qui se passe dans les élections en Allemagne en ce moment. Et ça, c'est lié à une politique d'austérité également. C'est lié aussi à un phénomène de migration en Allemagne, mais regardez aussi ce qui se passe dans les autres pays. Donc François Hollande, il peut se réconcilier, il peut pas. Écoutez, franchement, c'est pas mon problème. Moi, nous, on est sur un problème qui est un projet de loi travail avec des conséquences concrètes pour les salariés au-delà de la structure, mais c'est lié en matière de prud'homme, en matière de licenciement, en matière d'astreinte, en matière de durée du travail, en matière d'heures supplémentaires, en matière, voilà, il y a toute une série de points où il y a potentiellement des remises en cause importantes pour les salariés. C'est pour ça que je pense qu'ils ont été surpris, y compris des réactions que ça a suscité, mais parfois quand on est dans les hautes sphères de l'État, on est un peu coupé du monde réel. C'est le cas de François Hollande ? Je pense que oui, mais c'est souvent le cas des présidents de la République. Merci Jean-Claude Mailly, bonne fin de journée. Merci.